Merci beaucoup, monsieur le modérateur, cher ami, cher grand frère. Et avant de commencer, juste permettez-moi quand même de remercier le laboratoire LE2S pour l'invitation. Je pense que aussi, comme l'a dit le président du laboratoire, que c'est une première en Mauritanie d'avoir un workshop sur ce fléau mondial, parce que moi je l'appelle ainsi, c'est pas une pandémie, c'est un fléau. Et j'espère que ce ne serait pas la dernière fois. J'ai vu que vous avez déjà partagé 2 articles sur le coronavirus. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je suis prêt personnellement à collaborer avec ce laboratoire car nous avons de la matière et nous avons beaucoup de choses à partager en commun. Merci beaucoup. Donc, on m'avait chargé de faire un travail sur la prise en charge du COVID-19 en Mauritanie. Donc, pour faire ce travail, nous avons adopté le plan suivant. Donner une petite définition de quoi il s'agit, de parler un peu du contexte local, après des mesures de riposte, avant de parler de la prise en charge proprement dite et de conclure à la fin. Donc, pour le coronavirus, je pense que je vais passer très rapidement là-dessus parce qu'il y a nos collègues virologues qui ont déjà dit tout ce qu'on devait connaître sur ce coronavirus, le SARS-CoV-2. Mais il faut juste savoir qu'il existe d'autres coronavirus, comme ça a été déjà dit, et qui sont pour le moment beaucoup plus mortels que quand même le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-1, on a vu que c'est 10 à 15% de mortalité, alors que le MERS-CoV, qui est au Moyen-Orient, le Covid des chameaux, a une mortalité qui est supérieure à 30%. Et ces coronavirus donnent des maladies simples qui peuvent avoir un simple rhume jusqu'à des maladies beaucoup plus graves avec détresse respiratoire, tout ce que vous voyez à la télé et dans les médias. Alors, le contexte local est caractérisé depuis le début de l'année passée, 2020, par l'apparition d'un premier cas suspect de coronavirus. Il s'agissait d'un Chinois dans une clinique privée que j'ai eu quand même la chance à l'époque de suivre en hospitalisation. Et chez ce patient, nous avons suspecté le coronavirus dont on entendait parler en Asie, en Chine notamment. Et un premier prélèvement a été effectué chez ce patient et le prélèvement a été envoyé à l'époque à l'Institut Pasteur de Dakar et ça s'était révélé négatif, en tout cas au SARS-CoV-2, mais il était positif à la grippe A. Le 30 janvier, juste 10 jours après, l'OMS avait déclaré l'épidémie de coronavirus comme une urgence de santé publique à portée mondiale. Le 13 mars, malheureusement, la Mauritanie a enregistré son premier cas de coronavirus. Il s'agissait d'un expatrié qui travaillait dans les mines. Et après ce premier cas, jusqu'au 2, je dirais même jusqu'au 14 mai, il n'y a eu que 8 cas, dont un suivi et un décès. Et les 6 autres étaient déclarés guéris. Par ailleurs, il y avait 45 cas contacts qui étaient suivis et 186 personnes qui étaient confinées. Il faut dire qu'au début de la maladie, jusqu'à vers la mi-mai, tous les cas suspects et même les voyageurs étaient systématiquement confinés et testés, qu'il y ait ou pas des symptômes. Et c'était une logistique qui était vraiment difficile à l'époque à tenir. Et vous allez le voir, vers la mi-mai, on criait déjà victoire sur tous les toits que la Mauritanie était le pays exemplaire dans la lutte contre le coronavirus. Mais c'était mal connaître ce virus, malheureusement. Et puis, d'un coup, vers la mi-mai, il y a eu les premiers cas, dont le patient, qu'on ne va pas citer, le Bana Blanc, malheureusement, qui était décédé. Et puis après, il y a eu le boomerang avec tous les cas qu'on a eu au mois de mai, juin, juillet jusqu'au mois d'août. Et puis l'accalmie qui a suivi vers le mois d'août. Donc, le contexte local jusqu'au début du mois de janvier, vers le 1er janvier, était caractérisé par 261 nouveaux cas, 4 décès à la date du 1er janvier. Et les nouveaux cas positifs, voilà, étaient répartis en cas asymptomatiques, contacts et les cas communautaires. Nous voyons sur cette graphique qu'il y avait beaucoup de cas communautaires. Les cas hospitalisés parmi les nouveaux cas à la date du 1er janvier, il y avait 21 cas qui étaient hospitalisés et parmi ces 21 cas hospitalisés,
il y avait 9 cas graves et 12 cas simples. Ce n'est pas des cas simples, mais si les graphiques, c'est écrit simple, c'est des cas, c'est des formes modérées avec souvent des comorbidités. Et à la date du 1er janvier, il y avait 6 sorties. Toujours sur la situation épidémiologique, vous voyez à la date du 1er janvier, il y avait 2411 cas actifs dans le pays qui étaient répartis comme suit, des cas asymptomatiques. Heureusement, on a beaucoup de cas, plus de 80% de cette maladie, c'est des cas qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent aucun symptôme. Et puis les cas modérés, c'est des cas modérés plutôt que des cas simples. Il n'y a pas de cas simples, il y a des cas légers, modérés, aussi symptomatiques. Et puis 69 cas graves au niveau national. Et le cumul de tous les cas hospitalisés à la date du 1er janvier s'élevait à 1727 cas hospitalisés. Ça veut dire les cas hospitalisés, c'est des cas légers avec des comorbidités ou des cas modérés, mais aussi des cas graves. Parmi ces hospitalisés, il y a eu 1431 sorties. Pour les tests réalisés, toujours à la date du 1er janvier, il y a eu surtout des TDR qui étaient effectués parce qu'on l'a dit, il y a quand même un hiatus. Nouakchott est très bien doté. Par contre, à l'intérieur du pays, malheureusement, il n'y a pas cette décentralisation de la PCR. Mais lorsqu'on a eu les tests diagnostiques rapides, ils ont été livrés au niveau de tous les wilayas du pays. Donc, au niveau de tous les recoins du pays, on peut réaliser ce qu'on appelle les tests diagnostiques rapides, mais par rapport à la PCR, pour le moment, à ma connaissance, ce n'est possible qu'à Nouakchott, et à Nouakchott au niveau de surtout, principalement deux centres, c'est-à-dire l'INRSP dont les représentants sont là, et l'INHV, c'est-à-dire l'Institut national des pathovirologies. Toujours le contexte local, jusqu'à cette date encore du 1er janvier, il y avait eu au total 353 décès. Donc en Mauritanie, on se retrouve à peu près dans la fourchette des pays africains. On a vu tout à l'heure pour le Sénégal, ils sont à 2,2 ou 2,3 si ma mémoire est bonne, de décès. Nous, on est à environ 2,51 des taux de décès. Voilà, les guérisons 11 000 et tous les cas positifs s'élevaient à la date du 1er janvier à 14 677 cas. Alors, j'aime bien cette graphique parce que cette graphique permet de nous édifier sur vraiment l'évolution de la courbe épidémiologique que j'ai eue sur Reuters, COVID-19 Tracker. Ça trace la tendance quotidienne des nouvelles infections. Vous voyez, ça c'est au mois de décembre 2019 jusqu'au mois de janvier 2021. Vous voyez ici, c'est vraiment au mois de mai, principalement, où les cas de contamination se sont vraiment démultipliés avec une phase d'accalmie. Voilà, c'est vraiment une accalmie qui peut s'expliquer par les mesures de riposte qu'on va voir plus tard. Et à partir du mois de novembre 2020, on voit encore une croissance avec un pic qui est beaucoup plus élevé au mois de décembre 2020 que lors du pic de juin-juillet 2020. Et puis, on voit ici une phase ascendante. Depuis à peu près le 8 janvier, on voit une diminution nette des nouveaux cas de contamination qui, depuis presque 10 jours, sont inférieurs à 100 cas quotidiens. Par rapport aux décès, qu'est-ce que cela donne? Au niveau des décès aussi, vous voyez que le premier décès, on l'a eu vers ce qu'on appelle la vaguette, la petite vague, les huit premiers cas où il y a eu un décès et puis on pensait qu'on avait maîtrisé réellement l'épidémie avec cette accalmie de 2 mois à peu près. Et puis après, c'est reparti de plus belle avec des pics que vous voyez ici à peu près à 16 décès. Mais si nous prenons vraiment la courbe, on voit que la courbe est beaucoup plus importante au mois de décembre 2020 que vers le mois de juin-juillet 2020. Voilà, donc on a eu beaucoup plus de décès, même si le nombre quotidien ici, le pic était à 13, alors qu'ici il était au-dessus de 15, c'est-à-dire à 16. Mais si on prend le cumul sur un mois, on voit que décembre 2020 a été beaucoup plus meurtrier que tous les autres mois précédents. Voilà le contexte local. Alors, quel en est-il de la transmission de la COVID-19? La COVID-19, il faut savoir qu'il n'y a pas de secret. On sait approximativement que pendant les pics de l'épidémie, le R0, le taux de reproduction était de 3. Mais ce taux de reproduction, on peut agir sur ça.
en agissant sur quoi? En agissant sur 3 paramètres qui sont la transmissibilité, le nombre de contacts proches et la durée de la période de contagiosité. Alors, ces 3 paramètres, si on les multiplie les uns aux autres, on aura le R0. Mais sur quoi on peut réagir? On peut avoir des actions précises sur la transmissibilité, c'est-à-dire les gestes barrières, même si les gestes barrières sont difficiles à mettre en place, c'est-à-dire le lavage de mains, le port de masque, la distanciation physique, etc. Mais aussi le nombre de contacts proches. Dans la plupart des pays où l'épidémie a atteint son pic, comme dans les pays européens, aux États-Unis ou en Amérique latine, au Brésil notamment, certains pays sont allés jusqu'au confinement. Le confinement, malheureusement, nous, on n'a jamais été complètement confinés parce que nous sommes un pays où il y a beaucoup de travailleurs informels. Donc, le pays ne peut pas assurer la survie de ces gens. Donc, on est allé vers le couvre-feu au mois de mars dernier, qui a duré quelques mois, et puis le couvre-feu a été suspendu. Et actuellement, nous sommes depuis, c'était en décembre, vers le 12-13 décembre, ils ont remis le couvre-feu à 18 heures. Après 2 semaines, c'est revenu à 20 heures. Mais sachez que le couvre-feu, quel que soit ce qu'on va dire sur ça, ça diminue quand même les interactions sociales. Ça diminue le nombre de contacts des malades. Donc, c'est une mesure qui est quand même efficace, même si le confinement est vraiment l'extrême mesure qu'il faudra adopter si on a une épidémie qui vraiment se vulgarise partout. Donc, on peut comparer ça, vous voyez, le VIH. On a le R0 du VIH qui est aussi à peu près de 2 à 5 comme la COVID-19 au pic de l'épidémie. Il était à 3, mais on peut diminuer jusqu'à 1. Et souvent, quand on arrive à maîtriser l'épidémie et qu'on a le R0 qui est inférieur ou égal à 1, on a tendance à lever toutes ces contraintes et l'épidémie va repartir de plus belle. Vraiment, alors ça c'est un véritable dilemme. Et on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait, mais j'espère, et j'ose espérer qu'avec les nouveaux vaccins, on arrivera quand même à endiguer un tout petit peu cette épidémie. Voilà, les mesures ripostes